Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptation Niveau d'info élection au Cameroun. L'organisation L'Union pour le changement, fondée par Djekam Chamni et Eunice Ekan, a désigné Issa Chiroma Bakari comme candidat consensuel de l'opposition pour la prochaine présidentielle. Âgé de 76 ans, il est un ancien ministre qui affrontera donc le président sortant, Paul Biya, lors d'un scrutin prévu le 12 octobre prochain. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Alors d'abord, que faut-il comprendre par candidat consensuel de l'opposition? En fait, on a ici un jeu de mots des politiques comme ils savent très bien le faire, puisque de façon générale, ce à quoi les gens s'attendaient, c'est qu'il y ait un candidat unique de l'opposition pour rassembler toutes les forces en espérant pouvoir vaincre le président Paul Biya. Maintenant, à défaut d'avoir ce candidat unique, il y a une partie de l'opposition, parce que ce n'est pas toute l'opposition, qui s'est regroupée, qui à l'unanimité, effectivement, a décidé de faire de Issa Chiroma Bakari leur candidat. C'est pourquoi ils parlent de candidat consensuel, parce que ce n'est pas encore un candidat unique de l'opposition. Et bon, comme eux, c'était l'unanimité, parce que eux, ce n'était pas le consensus. Quand ils se sont retrouvés, tout le monde était d'accord pour qu'il soit le candidat. Maintenant, le consensuel, c'est pour les autres, en espérant que les autres vont accepter de rejoindre ce candidat pour qu'il soit maintenant le candidat de l'opposition de façon générale, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Et quelle analyse en faites-vous de sa désignation? On sait qu'il a été un ministre de Paul Biya et un des proches aussi du président sortant. Oui, c'est tout le problème. Il a été plusieurs fois ministre. Il a occupé plein de postes ministériels, transport, communication, formation professionnelle, qui était son dernier poste d'où il a démissionné pour être candidat. À l'analyse, il y a deux choses. Quand on regarde ce qui s'est passé dans beaucoup de pays africains, pour faire tomber plusieurs régimes qui ont fait plusieurs décennies, il a toujours fallu compter également sur certains qui étaient dans le régime et qui ont quitté. C'est comme ça que Blaise Compaoré, par exemple, est tombé. Les exemples sont nombreux avec les Salif Diallo, Simon Compaoré, qui sont sortis du navire, comme on dit, pour ensuite combattre. Et quand ils le font, ce que les gens donnent comme élément d'argument, c'est que c'est des gens qui sont dans le système, qui connaissent le système, qui connaissent les faiblesses, qui ont des informations qui peuvent faire très mal. Mais parfois, en même temps, qu'est-ce qui peut justifier ces retournements de veste? Mais c'est l'équation qu'on se pose. Surtout lui, il fait son retournement de veste à 74 ans. Quand même, il est plus jeune que le président Biya, mais bon, il n'est pas vieux, d'accord, puisque l'autre a plus de 90 ans, mais ce n'est pas encore du générationnel, ça ne fait pas 25 ans entre les deux. Bon, à 74 ans, c'est quelqu'un qui, quand même, a un certain âge. Mais l'autre aspect maintenant de l'analyse que je faisais tout à l'heure, il y a d'autres qui considèrent ça plutôt comme un handicap. Puisqu'il y a toujours ce doute, est-ce que le gars est vraiment un opposant? Est-ce qu'on ne l'a pas mis dans la mer de l'opposition pour faire ce qu'on a régulièrement vu également en Afrique, pour empêcher à l'opposition d'avoir un candidat unique? On crée un candidat consensuel qui va diviser l'opposition camerounaise. En fait, il y a tous ces éléments d'analyse qui sont là, qu'il faut prendre en compte. Et quand vous regardez dans les médias au niveau du Cameroun, vous avez des analyses qui vont dans tous les sens. Parce que tout le monde se pose la question, pourquoi aujourd'hui, à 74 ans? Pourquoi attendre que Biya ait 92 ans pour le faire? Pourquoi il ne l'a pas fait depuis fort longtemps, alors que la situation du Cameroun en matière de développement, tout le monde sait que la situation n'est pas du tout présentable. Je ne dis pas bonne, elle n'est même pas présentable. Pourquoi attendre ce moment pour sortir des rangs? Est-ce qu'il se rend compte que vraiment Biya est devenu tellement vieux qu'il ne maîtrise plus le pays? Ou bien il est devenu inoffensif, c'est-à-dire le président ne peut rien contre lui? Bon, en ce moment, il y a de quoi s'interroger également. En tout cas, toutes les interprétations sont possibles. Mais il faut s'interroger sur c'est quoi sa conviction à lui. Parce que dans ces conditions, c'est comme s'il est en train de vouloir se dire il y a une opportunité, je m'y mets, ça ressemble plus à de l'opportunisme qu'à de la conviction d'un point de vue politique. Alors, il est porté par l'Union pour le changement. Quelle est alors la légitimité politique de cette formation politique dans le paysage actuel de l'opposition camerounaise? Ce qui est curieux, c'est qu'on ne peut pas savoir ce que lui-même il représente. Puisque le meilleur critère de la représentativité d'une personne, c'est sa participation à des élections nationales, où on sait qu'il représente
12%, il pèse 20%. Ça donne une idée. Mais puisqu'il a toujours soutenu le président de la République. Quelle est sa représentation nationale? On ne connaît pas. Sa représentation locale est connue. Parmi ceux qui le soutiennent, il y a d'autres également qui ont une représentation locale. Mais il n'y a aucune des grosses pointures dedans. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, indiscutablement, l'opposant en chef, pour ne pas dire le chef de l'opposition, tout le monde le connaît, c'est Maurice Kamto. Non, mais qui est lui écarté. Oui, mais qui n'a pas encore donné un avis favorable pour le candidat consensuel. Donc Maurice Kamto pèse plus lourd et ils doivent très bien le savoir. Ce n'est pas Maurice Kamto seulement. Vous avez Akeremouna également qui est candidat, qui n'a pas encore rejoint le candidat consensuel. Vous avez également Patricia Ndamdoa qui est également candidate, qui n'a pas encore rejoint. Donc c'est pourquoi je disais, c'est le jeu de mots des politiciens, puisqu'on n'a pas obtenu le candidat unique qu'on voulait. On parle de candidat consensuel, comme s'il y a eu un consensus autour de la personne. Est-ce qu'ils peuvent aller vers une candidature unique avec Isaac Tchiroma? Est-ce qu'il est d'un profil rassembleur? Comment le décrire, le personnage? Les gens disent que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui peut rassembler. Mais quand on fait une alliance politique, ça ne se fait pas autour d'une personne. En fait, la vraie alliance politique, je ne parle pas de ce que nous faisons, les alliances électorales, où je sens que je ne peux pas partir, je te demande de me remorquer, etc. Je ne parle pas de ça. Une véritable alliance politique. Moi, j'ai un projet de société. L'autre a un projet de société. L'autre aussi a un projet de société. D'abord, il y a une convergence qui doit exister entre nos projets de société. On s'entend sur un projet de gouvernement parce qu'il s'agira d'aller gagner ensemble et de faire après ce qui est le plus difficile, c'est de gouverner ensemble. Mais ça demande qu'on s'asseye, qu'on s'entende sur des priorités sur le plan économique, sur le plan social, etc. pour qu'on sache que vraiment, au-delà de faire campagne ensemble pour gagner des élections, si on gagne les élections, voilà sur quoi on peut s'entendre. Et c'est quand ce travail-là est fait qu'on est en mesure maintenant de convaincre les militants en leur disant votez pour tel candidat. Mais souvent, ce n'est pas fait. D'ailleurs, c'est ça qui fait échouer tout le temps les candidats uniques de l'opposition parce que chacun dit je suis d'accord pour le candidat unique de l'opposition, mais ce qu'il ne dit pas, c'est à condition que ça soit moi. À ce moment, il est difficile d'avoir véritablement un candidat et on a fait l'expérience dans plusieurs pays. Il faut qu'on arrête avec les alliances strictement électorales. Ce qu'on a vu, c'est les alliances politiques sur une durée assez longue qui ont permis d'obtenir des résultats. Le Sénégal, c'était ça. Le PASTEF s'est mis dans ce qu'on appelle Yewwi Askan Wi avec d'autres organisations politiques du Sénégal, avec des organisations de la société civile, mais c'est avec ça qu'ils ont déstabilisé et vaincu le pouvoir de Macky Sall. C'est vrai, PASTEF avait le leadership au niveau de ce mouvement, mais c'est la même chose. Il y avait le F24 également. Tout à fait. Actuellement, au niveau du Cameroun, le problème c'est que est-ce que Issa Bakary peut assumer ce leadership sur le plan politique. Justement, en dehors donc, du MRC que vous avez cité, mais comment est-ce que les autres partis d'opposition réagissent justement à sa désignation? Il y a plusieurs situations qui se présentent. Vous en avez qui sont dans ce qu'on peut appeler un espoir prudent. Parce que quoi qu'on dise, le fait que des partis acceptent de se mettre ensemble derrière un candidat, même s'il n'est pas le candidat unique, il y a un pas qui a été franchi par une partie de l'opposition pour mettre leurs forces ensemble. Donc, il y en a qui font cette analyse en disant, mais il y a un espoir qui est là, qui est un espoir prudent, parce que ça réduit l'éparpillement des partis politiques, qui bien sûr va faire l'affaire du candidat Bia, qui, il faut le rappeler, on ne l'a pas encore vu déposer sa candidature, on ne l'a pas encore vu dire clairement qu'il est candidat. Il y a ceux qui sont sceptiques, qui se demandent, est-ce que cette partie de l'opposition, puisque ce n'est pas toute l'opposition, est d'abord capable de susciter ce qu'il faut attendre de ces populations, qu'elles sortent pour aller voter. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il ne s'agit pas d'avoir un candidat seulement, il faut que les populations acceptent d'aller voter pour ce candidat-là. Il y en a qui se posent des questions et qui s'interrogent également par rapport à l'histoire. Combien de fois on a vu des partis d'opposition créer un front, une alliance, ça crée de l'espoir, mais plus on s'approche des échéances présidentielles, plus il y a de l'opposition à l'intérieur de l'opposition.
Donc il y en a qui sont sceptiques en se demandant est-ce qu'ils arriveront à destination. Il y a un avantage quand même supplémentaire ici en termes de crédibilité sur le plan international, puisque le président Paul Biya est regardé comme un président qui est trop vieux, qui a trop duré au pouvoir. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas cette appréciation objectivement par rapport à lui. Mais celui qui doit pouvoir le remplacer, il faut qu'on ait l'impression qu'il y a une sorte de sursaut au niveau des populations du Cameroun. Et pour le moment, c'est lui qui semble le représenter. Oui, mais à 76 ans, pensez-vous que son âge peut être un handicap ou au contraire un atout dans cette campagne électorale? Il est plus jeune que le président actuel, même s'il n'y a pas une génération entre les deux. Le président actuel a 92 ans. Donc si l'âge doit être un défaut, si on le compare au président actuel, l'âge sera moins un handicap chez lui que chez le président actuel. Qu'on se rappelle, Biden et Trump à l'époque, Trump jouait beaucoup sur l'âge de Biden, alors que la différence d'âge était presque insignifiante, alors qu'ici quand même, il y a une bonne quinzaine d'années, plus même entre les deux personnes. Donc ça, on peut lui donner quand même l'avantage d'un point de vue âge, bien qu'à 75 ans, on est déjà les deux pieds, comme on le dit, dans le troisième âge. Mais parfois, à défaut de pouvoir trouver la vraie solution, c'est par là aussi que l'opposition a pris le pouvoir. Qu'on se rappelle qu'en Gambie, celui qui est président actuel a été candidat par défaut. Qu'on se rappelle qu'au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a été candidat par défaut. Ce n'était pas la personne qui avait été préparée pour devenir le candidat, etc. Donc, il ne faut pas qu'on dise que rien ne va marcher. Peut-être que les Camerounais ne vont rien dire. Ils vont attendre le jour des élections. Ils vont manifester leur ras-le-bol sans écouter les partis politiques et créer la surprise, comme on l'avait vu avec Yaya Jammeh ou dans d'autres pays. Et quels sont les principaux défis auxquels il devra faire face dans la campagne? Un des premiers défis, c'est ce dont on parle. Comment faire pour que quelqu'un comme Maurice Kamto, par exemple, qui a une assise extraordinaire au niveau de la diaspora, qui a une assise forte au niveau du Cameroun, accepte de suivre ce mouvement. Parce que ça va être un acquis considérable, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ça sera une campagne présidentielle. Ça demande des gens, ça demande de l'expérience, ça demande des moyens. Ça demande également cette représentation nationale, et incontestablement, la représentation nationale de Kamto n'est pas comparable à la représentation de Issa Chiroma Bakary, même si tout le monde le connaît parce qu'il a duré dans le gouvernement, donc on connaît son visage. Mais ça n'a rien à voir. On le voit à la télé, on l'a vu, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a une assise sur le plan national. Donc ça, c'est le premier défi, comment faire pour que une bonne partie de l'opposition accepte de le suivre. Le second défi dans tous nos pays aujourd'hui, les plus contestataires, les plus demandeurs de la réforme, c'est la jeunesse. Est-ce qu'il a de quoi convaincre les jeunes Camerounais pour que ces gens croient en lui et acceptent de l'accompagner pour avoir l'alternance au niveau du Cameroun, parce que ces jeunes réclament l'alternance. Ils le disent clairement, moi je suis né dedans, j'ai grandi dedans, je n'ai jamais connu un autre président, je veux voir autre chose. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête à l'erreur qu'on commet tout le temps. Il ne faut pas être dans une logique d'enlever un président tout simplement. Parce qu'après, vous pourrez avoir encore de mauvaises surprises. Il faut être dans une logique de dire ça suffit pour le Cameroun. Il faut qu'on enlève un président qui ne peut plus faire avancer le Cameroun, mais il faut aussi qu'on mette un président qui va faire avancer le Cameroun. Malheureusement, souvent, cette réflexion ne va pas très loin et ça crée des surprises où on a l'alternance, mais on n'a pas ce qu'on attendait de l'alternance. Et on ne l'aborde pas souvent quand il s'agit du Cameroun, mais la zone anglophone du pays pèse également dans cette élection. Comment est-ce que justement la question de la sécession, toujours sur la table, est prise en compte par les différents candidats dans leur projet de société? La zone anglophone, c'était, j'allais dire, le fief de John Fundi, qui n'est plus de ce monde avec son parti. Il y a son dauphin, si je peux l'appeler ici, qui est là, mais qui ne semble pas réussir à reprendre ce leadership. Mais imaginez si ce leadership est utilisé contre le pouvoir en place, en plus de ce que représente Maurice Kamto, plus d'autres, mais ils vont avoir de quoi créer les conditions d'une alternance au niveau du Cameroun. Mais dans la zone anglophone, il y a un problème aujourd'hui. Beaucoup de populations se sont déplacées. Puisqu'il n'y a pas de stabilité,
quand on essaye de faire des élections, les mouvements qui sont armés là-bas disent qu'il n'y aura pas d'élections ici. Les classes, quand on essaye d'ouvrir les classes, ils disent qu'il n'y aura pas d'ouverture de classe. Donc à un certain moment, les populations ont commencé à ne plus se sentir dans la possibilité de pouvoir trouver leur épanouissement dans la zone. Et ces populations ont eu tendance à quitter la zone pour une bonne partie d'entre elles parce que la zone n'était plus vivable, restant sous une situation militaire qui ne finissait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, cette zone, ces populations sont dans une logique de soutenir une élection ou bien dans leur tête, ils ont plutôt besoin d'une paix dans leur zone pour pouvoir reprendre leur vie normalement? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les populations ne vivent pas au même rythme que nos hommes politiques qui essayent de nous imposer ce à quoi on doit penser, la direction dans laquelle on doit regarder. Mais les populations sont de plus en plus éveillées et elles font de la résistance pour dire aux leaders politiques, attendez, ça vous intéresse parce que vous voulez accéder au pouvoir. Nous, c'est ça notre priorité et les deux priorités ne sont pas toujours les mêmes. Et le scrutin de 12 octobre peut-il marquer, selon vous, un tournant politique au Cameroun où on risque encore d'assister à une répétition du scrutin passé? Je me dis que si les Camerounais font preuve d'une prise de conscience politique, cette élection va marquer l'avenir du Cameroun. N'oublions pas que Maurice Kamto, tout seul, avait obtenu un suffrage particulièrement intéressant devant le président. Pas seulement intéressant, lui-même, il était convaincu qu'on a volé les élections, celui qui a gagné. Ça montre ici qu'on a franchi un pas au Cameroun. Quelqu'un a pu gagner ou a failli gagner les élections. Mais il faut qu'un pas supplémentaire soit fait avec ces élections. Les Camerounais peuvent faire ce qu'on appelle voter utile. Moi, je suis pro Kamto, on l'a empêché d'être candidat. Je suis pro un tel, mais je suis convaincu que lui, il ne pourra pas gagner les élections. Comme il y a un candidat consensuel, mais on avait fait un pas avec Kamto, mais faisons un pas supplémentaire avec celui-là pour soit faire tomber le régime en ayant l'alternance par des élections, ou bien faire en sorte qu'il puisse avoir 49% et que le président puisse avoir 51%, parce que même ça serait déjà un tournant sur le plan politique au Cameroun. Et tout dépendra donc de la stratégie dont va faire preuve l'opposition. Mais bien sûr, il va falloir convaincre, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a beau avoir un projet de société, un plan pertinent, on a beau avoir une communication extraordinaire, si les populations, particulièrement ceux qui ont une carte d'électeur, ne s'approprient pas cela et ne se lèvent pas le jour du scrutin pour aller voter, d'abord rien n'a été fait. Malheureusement, il y a une étape supplémentaire. Il faut que les résultats sortis des urnes soient les résultats des bulletins qu'on a mis dans les urnes. Parce que ça aussi, ça va être un énorme défi pour cette élection-là. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage.